Ah pardon, vous êtes là. Aujourd'hui, on est sur le pont. Today, we are on the bridge. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la dernière émission sur place de la saison. Alors on est un petit peu ému, mais on a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui on est à Saint-Nazaire pour vous parler de l'événement The Bridge. Vous avez déjà entendu parler de ce qui s'est passé à Nantes, mais ça y est, les bateaux sont arrivés ici à Saint-Nazaire, le Belém, les ultimes qui sont derrière moi. Mais au-delà des bateaux, au-delà de la course, évidemment The Bridge c'est un événement historique qui commémore un événement historique et on vous en dit plus dans quelques instants. Je suis à présent au Cinéville, en face de la base sous-marine, avec Erwan Legal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'écomusée de Saint-Nazaire, également doctorant en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2, et vous participez au colloque qui se tient ici depuis hier et jusqu'à demain matin. Voilà les Américains, les États-Unis en France et en Europe, 1917-1920, 2 points, circulation et diffusion des idées et des savoirs. Voilà l'intitulé exact. C'est quoi la raison d'être de ce colloque? Est-ce que ça signifie qu'il y a encore des zones d'ombre sur cette partie de l'histoire? Évidemment, Toujours. l'histoire de toute manière elle est toujours en progrès, on n'arrête jamais de la construire, ne serait-ce qu'on regarde des archives qu'on a dépouillées il y a 40 ans, on ne va plus les comprendre de la même manière aujourd'hui, 40 ans après. Et à Saint-Nazaire ça a vraiment du sens et je crois que le colloque organisé par le CRHIA, Stanislas Janson, Michel Catala, est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, puisque Saint-Nazaire a été très en pointe dans l'historiographie du débarquement américain et de la présence américaine pendant la Première Guerre mondiale, du fait des travaux pionniers d'Yvan Rinoya, publiés en 1972, donc qui étaient vraiment extrêmement en avance. Le problème, c'est que depuis, il n'y a pas eu grand-chose de fait et on n'a pas de point de comparaison. Par exemple, sur Saint-Nazaire, il a fallu attendre le milieu des années 2010 avec Laetitia Pichard, qui est elle-même présente à ce colloque, pour avoir une autre thèse sur la présence américaine, cette fois-ci à La Rochelle. Sous-entendu, ce qu'on observe à Saint-Nazaire, on ne sait pas si ça vaut à Brest, ça vaut à La Rochelle ou à Liverpool. Donc voilà, cette histoire est vraiment en train d'être renouvelé et sous une perspective transnationale. Oui, parce que là, il y a des historiens à la fois américains, français qui sont présents. Voilà, pour, et le but du jeu, c'est de regarder les circulations. On avait une communication sur la Grèce et les Balkans hier, on avait une communication sur la Belgique par un historien canadien ce matin. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de global. Un petit peu, je pense que vous avez nécessairement entendu parler du livre de Patrick Boucheron sur l'histoire mondiale de la France. Eh bien, on se situe véritablement... C'est l'historien vedette en ce moment. Voilà, exactement. Et on se situe véritablement dans cette perspective, y compris le débarquement américain à Saint-Nazaire. On peut se dire c'est de l'histoire locale. Ben non, cette histoire locale, on peut la voir sous un angle mondial et c'est précisément le but de ce colloque. Alors, on entendait tout à l'heure Michael Clinton, un historien américain, qui disait les Américains connaissent mieux les plages du débarquement en Normandie que Saint-Nazaire, ça leur parle pas beaucoup. C'est aussi vrai des Français. Je pense que quand on parle de débarquement, on pense d'abord au D-Day à 44 et on pense moins à 1917. Comment ça se fait que ce soit si mal connu cet épisode-là? Alors non seulement on le connaît pas très bien, mais on a tendance à le comprendre à travers une fausse représentation du débarquement de Normandie, ce que j'appelle une soldarianisation de la mémoire, où il se passe quelque chose... Ça tombe bien d'être au cinéma, du coup. Très bien. Où il se passe quelque chose le 6 juin, et puis le 7 juin, il n'y a plus rien. Or, la bataille de Normandie, elle est longue, il a fallu donc sortir du bocage normand, ça prend des semaines, il faut alimenter le champ de bataille, et c'est exactement ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale. Le corps expéditionnaire américain, c'est 2 millions d'hommes. 2 millions d'hommes, ça ne vient pas le 26 juin 17. Le 26 juin 17 à Saint-Nazaire, c'est l'amorce d'un flux qui va finalement prendre fin qu'au mois de novembre 1918 pour ensuite s'inverser, puisque c'est bien gentil d'amener des soldats en France, mais il faut les ramener. Alors, sur l'oubli, eh bien, la mémoire, que ce soit la vôtre, la mienne, notre mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective, ça marche un petit peu comme un disque dur. Vous avez tant de gigas de données, et si, mettons 100 gigas, et si vous voulez mettre 102 gigas, eh ben, il va falloir compressé. Et donc là, c'est clairement ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, qui est un événement monstrueux, pharaonique, et qui a tout simplement contribué à un écrasement des données. C'est très perceptible à Saint-Nazaire, une ville qui a été passablement bombardée. Et donc, on comprend du coup que le souvenir de la Première Guerre mondiale passe un petit peu en retrait à la suite de la Seconde.
Et c'est peut-être aussi parce qu'on connaît moins bien même la Première Guerre mondiale, c'est moins binaire que la Seconde Guerre mondiale, il y a une moins bonne connaissance. Alors c'est moins binaire, mais en même temps c'est un avantage dans la mesure où, du point de vue des individus, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être tendu. Si vous avez eu votre grand-père qui était collaborateur, je pense à la mémoire des requis du travail forcé, les STO, qui est assez ambivalente, qui est assez délicate. Pour la Première Guerre mondiale, c'est absolument pas le cas. Vous n'avez pas ces contraintes-là. Donc au contraire, c'est l'historien Nicolas Offenstadt qui a parlé d'une mémoire à soi, c'est-à-dire chacun peut inscrire sa mémoire individuelle dans la mémoire historique de la nation. Et quand je dis chacun, c'est-à-dire, j'ai horreur de parler comme je vais parler, mais les Français dits de souche avec des gros guillemets et les Français d'immigration avec aussi des gros guillemets, puisque c'est les soldats coloniaux, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs marocains. Tout le monde participe à la Première Guerre mondiale et donc tout le monde peut s'incarner dans ce récit national. Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'il est si important, ce débarquement 1917 à Saint-Nazaire et dans l'histoire, dans les interventions qu'il y a dans ce colloque? On parle aussi justement de circulation des idées, il y a le jazz aussi qui arrive, le basket, c'est aussi ça que vous vouliez mettre en avant? Là, on est dans une dialectique, on a souvent tendance à opposer histoire et mémoire, c'est un petit peu factice. Je crois au contraire que la demande sociale d'histoire qui a lieu à l'occasion de ces grandes commémorations permet de revenir sur certaines idées qui sont un petit peu erronées. On a eu une communication hier de Laurent Cuny sur le jazz qui était particulièrement éclairante. Non, le jazz n'arrive pas en France pendant la Première Guerre mondiale et de surcroît dans les années 20, il ne faut pas s'imaginer que c'est que tout le monde écoute du jazz. Le musette est encore en vogue. Vous allez dans le 14 juillet 1920 à Pontchâteau, je pense qu'on écoute plus du musette que du jazz. Par contre, au Casino de la Baule, là, effectivement, on voit des annonces pour des concerts de jazz. Donc, c'est pénétration par petits milieux, phénomène de distinction. On parle de l'univers à Nantes aussi, et souvent cité. Il y a eu un concert, mais alors en plus, là, moi je parle sous le contrôle des musicologues qui parlent plus de ragtime et donc de proto-jazz que de jazz. Donc ça est très complexe. Notre débat. Ça invite à être nuancé. Quant au basket, la première rencontre de basket en France a lieu au gymnase Trévise à Paris. Je crois que c'est dans le 13e arrondissement, si ma mémoire est bonne, en 1893. Et la pratique n'est pas nouvelle et va avoir du mal à s'implanter à la faveur de la Première Guerre mondiale, puisqu'il faut attendre, et là je parle sous le contrôle de Samuel Bosch et de Lionel Elvig qui interviendront demain sur cette question-là, va s'implanter véritablement à partir des années 20 en Loire-Inférieure, si devant Loire-Atlantique maintenant, mais restera toujours un sport confidentiel. Le basket et derrière le football bien évidemment, mais également le rugby, voire même la pétanque si on considère ça comme un sport. Donc c'est pas un débarquement, c'est par petites touches, par capillarité, et donc c'est ça ce que permet aussi ce colloque organisé par le CRHIA, c'est de revenir sur cette question-là, de nuancer, d'apporter de la complexité. On est sur des sujets complexes, donc qui ne peuvent pas se résumer en une phrase. C'est ça l'intérêt de ce type de démarche. Merci beaucoup Erwan Leguel d'avoir remis un peu nos pendules à l'heure. Alors Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi il y a l'événement The Bridge? C'est le 100e anniversaire du débarquement des Américains, 1917. Ah, ça va, vous êtes calée alors, Marie-Claude, c'est bon. Et c'est quoi The Bridge? Alors qu'est-ce qui va s'y passer là ce week-end? Déjà, il y a l'arrivée du Queen demain. Et puis dimanche, ils vont partir avec les 4 Maxi pour rejoindre New York le plus vite possible. Et vous êtes venu exprès pour voir ça? Oui, si on veut. Mais disons, on était en vacances à La Baule, donc c'était facile de venir. Nous sommes au cœur du village de The Bridge, devant les ultimes qui vont prendre le départ pour la fameuse course dimanche et qui sont arrivés hier soir à Saint-Nazaire. Et je suis avec Damien Grimont, l'heureux organisateur de The Bridge. Alors justement, heureux ou pas heureux? C'est vrai que ça a déjà démarré. Il y a eu plusieurs jours à Nantes. Là, l'arrivée à Saint-Nazaire hier soir. Est-ce que vous êtes satisfait du démarrage des opérations? Là, c'est un peu le grand moment quand même. L'ouverture à Saint-Nazaire, c'est le moment que tout le monde attend demain avec le retour incroyable du Queen Mary 2 sur son territoire de construction. Il n'est jamais revenu depuis. Il n'est jamais revenu et c'est quand même lui qui a tout déclenché. C'est une vraie réaction en chaîne puisque à partir de cette idée de faire revenir le Queen Mary 2,
de l'associer au centenaire du débarquement américain. Voilà, on parle de 100 ans de fraternité entre les États-Unis, donc on parle du jazz, on parle du basket, et il y a eu cette Coupe du Monde à Nantes, incroyable. Moi, j'étais sidéré par ce sport. On a vu 40 pays, 200 athlètes s'affronter dans un sport encore vraiment très pur. On sent qu'il y a de la joie de jouer, du plaisir. Et je trouve que ce bridge qu'on veut faire, où justement c'est un peu l'ancrage dans le passé et la projection dans le futur, le basket 5-5 est arrivé il y a 100 ans. Et puis il y a eu ce basket et cette Coupe du Monde, cette première Coupe du Monde en France, avec en plus une médaille française de 3-3. Et c'est un symbole justement de tout ce qu'on fait ici. À chaque fois, c'est ancrage dans le passé, projection dans l'avenir. Et puis là, se retrouver ici à Saint-Nazaire avec ces multicoques qui vont affronter le Queen Mary 2, mais surtout s'affronter ensemble, parce que la vraie course, elle est quand même entre les bateaux. Parce qu'on a quand même un gagnant un petit peu. Le Queen Mary 2, lui, va mettre le temps qu'il met. Mais on sait bien qu'un jour, ces bateaux, si ce n'est pas cette fois-ci, battront le temps du Queen Mary 2. L'énergie de la voile ira bientôt plus vite que l'énergie du gasoil. Il y a le basket, il y a la course SNSM, le record SNSM avec les multi 50. Il y a les ultimes, il y a le Queen Mary 2. Est-ce qu'on s'y perd pas un peu? Les gens, des fois, ont du mal à comprendre, non? C'est quoi The Bridge? Je pense qu'il y a un mot qui résume tout ça, c'est le composite. Ici, on est un territoire de composite. On marie le béton et l'acier, on fait du béton armé. On fabrique des bateaux en carbone, c'est le composite, c'est la fibre de verre et la résine. Et aujourd'hui, cet événement, il est composite. C'est-à-dire qu'il s'unit autour de valeurs, les valeurs qui ont fait 100 ans d'amitié franco-américaine, des valeurs d'ouverture, d'innovation, de projection vers l'avant. Et si vous regardez bien, c'est une course de bateaux à voile contre l'énergie du gasoil. C'est le basket 3-3 qui est ce basket de rue, basket d'avenir qui vient de passer sport olympique. Oui, ça c'est vraiment ce sera en 2020, ouais. En 2020. Et puis cette musique, le hip-hop qui est issu de 100 ans de culture de jazz, tout ça, ça se réunit. Et les gens finissent par comprendre ici qu'on est un territoire d'avenir. C'est la fierté du fleuron de l'industrie qui revient ici, du Queen Mary 2. Il y a un Airbus qui va passer au-dessus. Je pense qu'on ne pourra pas donner plus belle vitrine autour de ce savoir-faire, mais qui ne se construit pas n'importe comment, qui se construit autour de valeurs, de la solidarité des gens de mer avec la SNSM, la fraternité sur 100 ans d'amitié franco-américaine. C'est ça que porte le territoire, qui est vraiment, je pense, peut-être plus que jamais, avec les 180 entreprises qui vont monter sur le Queen Mary 2, un territoire qui est capable de se fédérer et qui, modestement, est capable de faire des grandes choses et de se projeter vers l'avenir. Restez avec nous dans quelques instants, on continue à vous parler de The Bridge, car oui, nous sommes à Saint-Nazaire et les Nazériens vivent The Bridge à fond et font des photos avec moi-même. A tout de suite, c'est après la pause.